Donc là, je suis en direct. On attend un petit peu que les gens arrivent. Parce que du coup, on a du retard. C'est bizarre, on n'a pas de notification de ton direct. Oui, ben normal, ça c'est la Facebook censure. Oui, c'est la censure de Facebook, pardon. Et je suis là. Bonjour tout le monde. Alors, Gabriel est un petit peu tendu parce qu'il y a beaucoup de problèmes techniques. Donc, ben oui. Donc, donc en fait, on a trouvé une solution étant donné qu'on ne peut pas inviter avec la caméra. On s'appelle en conférence. Et ne vous inquiétez pas s'il y a des coupures, on reviendra, que ce soit au niveau du téléphone Bonsoir. ou du live. Donc, on commence, Gabriel. Bah, il n'y a pas de souci pour moi, hein. Donc, encore désolé, hein, Alors, à vous tous qui déjà, avez attendu, hein. d'accord. Alors déjà, Pascal, est-ce que tu peux juste dire bonjour pour que tout le monde nous dise si vous nous entendez tous les trois. Ouais, je voulais souhaiter, je viens souhaiter ouais, le bonjour, plutôt le bonsoir aux abonnés. Alors, je ne sais pas s'ils m'entendent ou si le son est correct. Alors, ils vont nous le dire. Est-ce Alors, que le son est correct, s'il vous plaît? et est-ce que vous nous entendez tous les trois? Bonsoir, Gabriel, à tous. Est-ce qu'on nous entend? Parle plus fort, Sandra. Non, on entend tous les trois. Alors, Sandra, il faudrait Ah, que tu moi il parles faut que je plus parle fort. plus fort. Mais ouais, mais pourtant j'ai le micro là. Vous m'entendez là? Alors, Ah, oui, on l'entend, oui, hein. nickel, bonjour. Pour moi, nickel. Alors, apparemment, c'est nickel pour certaines personnes. Pas trop fort le son. Alors, on est désolé, on fait ce qu'on peut, hein, mais ça, c'est dû à la censure de Facebook, hein. Euh, tes invités sont faibles. Je comprends bien alors, parce qu'on passe par téléphone interposé. Le son est faible, mais en entendant, je pense. Rebonsoir, oui, j'entends les trois. C'est parfait. Bon, on Alors, peut commencer, je pense, hein. alors pour ceux, je pense que ceux qui ont le son faible, je vous invite peut-être à mettre un casque. Moi j'ai dû mettre le casque aussi parce que le son est faible sans le casque. Enfin sans les écouteurs, suivant ce que vous avez. Donc Pascal, Gabriel, tu veux commencer? Bah, je te laisse interagir, hein, vas-y. Donc, comme vous avez vu dans le titre, Pascal Thierry a deux moteurs, est handicapé, il a deux moteurs dans le corps. Et je te laisse, Pascal, déjà te présenter, expliquer un petit peu ton handicap. Oui, bien sûr, c'est un peu le but de ma venue chez vous ce soir. J'aime pas le terme d'handicap, mais bon, parce que voilà, je suis en situation plutôt d'handicap. Bon, moi-même, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent. Je suis une personne à mobilité réduite, mais je suis avant tout, je me revendique être avant tout debout dans ma tête. J'ai entamé un périple en tant que gilet jaune, un périple jusqu'à la capitale, au départ de Fréjus, avec des villes-étapes. Et aujourd'hui, j'ai toujours dans mon esprit mon gilet jaune, mais c'est d'une certaine manière, je brandis la couleur jaune par rapport aux oubliés de la République. Mes actions, elles sont simplement diffusées par rapport aux oubliés de la République. Qui sont ces oubliés de la République? Ce sont les personnes en situation de handicap, visibles et non visibles, avec toutes les problématiques qui vont derrière. Aujourd'hui, moi, en tout cas, ce que je voudrais dire, Sandra, avant tout, c'est que je remercie grandement le média indépendant, LMI, où on a l'habitude de voir Gabriel et également Sandra qui est ici présente, parce que sans eux, peut-être ce soir, j'aurais pas eu l'occasion de vous parler d'une problématique qui est quand même assez grave et urgente aujourd'hui. En tout cas, je tiens à vous remercier à tous les deux de me permettre, quel qu'en soit le résultat. C'est vrai qu'on peut pas le faire, on peut pas se voir, c'est pas grave. Le principal, c'est que l'information passe par les ondes. Alors Pascal, ne nous remercie pas, c'est nous qui te remercions pour ton courage, parce que donc tu n'as pas indiqué que tu avais donc que tu étais dans un fauteuil roulant, que tu avais deux moteurs dans le corps pour continuer à vivre. Et ensuite, tu as quand même fait beaucoup d'actions dans ta vie.
Tu n'es pas là que pour toi, tu es là pour les autres handicapés qui ont le même, qui ont des moteurs dans leur corps. Alors toi, tu es le seul à en avoir 2 en France. Et donc là, tu te bats pour toi, mais surtout aussi pour tes amis qui sont hospitalisés. Et tu es très courageux parce que tu souffres énormément. Et le but, c'est que tu te présentes et que donc tu expliques les soucis que l'on te crée. Et nous, on n'est pas là, enfin, ne remercie pas. C'est important que le message passe et, que ça s'entende, que ça se sache pour qu'on puisse vous aider. Donc, tu peux parler de tes actions, de ta grève de la faim, de ton déplacement, et surtout du problème des moteurs et du SAV. Oui, effectivement, bon, moi je tiens à rester très humble. Comme dans toute action, je sors peut-être pour certains de l'ordinaire, mais dès lors qu'on sort de l'ordinaire, on est à la vue de tout esprit bienveillant que malveillant. Moi, je ne supporte pas l'injustice. J'ai cette grande chance, étant mobilité réduite, c'est d'être debout dans ma tête. Et on a trop tendance aujourd'hui, il suffit pas d'être à mobilité réduite ou en situation de handicap pour dire ceci, on a trop tendance à juger aux apparences, quelle que soit la situation que vous pouvez avoir, vous qui m'écoutez, situation professionnelle, situation dans le cœur de la société, on juge trop à l'apparence. Aujourd'hui, je vais faire une parenthèse, c'est pour ça que c'est pas un combat que je mène vis-à-vis de l'handicap, ce sont des actions de sensibilisation. Nous sommes des citoyens lambda, comme vous et moi, vous qui m'écoutez à distance, et on va être considérés et estimés en tant que tels. Aujourd'hui, notre liberté, lorsqu'on prétend vouloir notre liberté de se mouvoir, de se déplacer, elle nous coûte cher sur tous les points, financièrement parlant, à tous les niveaux, avec un regard qui est totalement à la dérision par rapport à la personne qui agit ainsi. Il y a aussi la problématique des handicaps non visibles, c'est important pour moi. Et cette problématique, je vais vous la développer ce soir pour ceux qui veulent, c'est qu'effectivement, c'est pas par fierté que je le dis, mais je suis quelqu'un d'exceptionnel puisque j'ai un protocole que j'ai pris par rapport à la recherche et effectivement, comme tu le disais Sandra, je suis implanté de 2 motorisations, dont une qui est branchée par une sonde intratécale sur la moelle épinière. Qu'est-ce que c'est que ce nom barbare à titre médical? Une sonde intratécale, c'est-à-dire que j'ai une électrode sur la moelle épinière avec une motorisation implantée dans mon abdomen. La deuxième motorisation aussi me sert à gagner de l'autonomie et de l'indépendance. Et moi, je vais vous parler de cette motorisation. Il existe en France, dans le monde entier déjà, vous savez, on dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre pour la recherche. Et malheureusement, on est obligé de passer par rapport à ça. Il existe un leader mondial que certainement vous qui m'écoutez ne connaissez pas, sauf les personnes concernées, je pense, qui sont concernées même de loin, entendront, il existe un gros groupe américain qui s'appelle Medtronic. Et aujourd'hui, Medtronic, c'est un leader mondial sur la technologie et l'imagerie médicale. Ce groupe américain a mis en place un système de pompe à insuline implantée. Et cette pompe à insuline implantée s'adresse à des diabétiques de type 1. Qu'est-ce qu'on appelle les diabétiques de type 1? Ce sont des diabétiques qui ont besoin d'insuline parce que le pancréas ne délibère pas suffisamment d'insuline. Les diabétiques, il y a fort longtemps, au début, se faisaient des injections d'insuline. Par la suite, la technique a évolué aussi au niveau de l'autonomie et surtout au niveau du traitement. Par la suite, ces gens-là ont fait des injections au stylo d'insuline. Et Medtronic est venu sur le marché pour proposer un tremplin qui a été énorme pour un diabétique qui est obligé de se piquer à l'insuline. Il a proposé 2 choses. Si on pourrait dire un pancréas artificiel, c'est-à-dire une pompe à insuline. La première qui est sortie, c'est la pompe à insuline externe. C'est un petit boîtier comme une télécommande où il y a un pouce-seringue dedans et où on remplit sa seringue d'insuline. Et cette
seringue est reliée par un cathéter qui est posé au niveau de la peau avec un pansement. Et lorsqu'on en a besoin, on injecte la dose qui nous est nécessaire en fonction du taux de glycémie. C'était une grande autonomie, ce système-là. Et en même temps, on a développé, c'est le cas qui m'amène aussi à vous expliquer ce soir, on a développé une pompe implantée. Une pompe implantée qui est implantée bien sûr dans l'abdomen avec une sonde. Et cette pompe, elle est commandée par un PPC qu'on appelle une télécommande. Cette pompe va vous injecter de l'insuline 24 heures sur 24. Les personnes qui ont eu de pompes implantées ne se font plus d'injection par le vulgaire stylo qui est pour nous aujourd'hui archaïque. Il y a des personnes qui continuent au stylo. La plupart des gens qui sont sous pompe implantée ont un déséquilibre énormément, un déséquilibre reconnu au niveau du taux de glycémie du diabète. Alors attends, 2 secondes Pascal, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le stylo, c'est comme une seringue en fait. Voilà, c'est un stylo, c'est comme un stylo à écrire. En fin de compte, à la place de la mine, il y a une aiguille. La cartouche d'encre, c'est une cartouche d'insuline. C'est un outil qui est très rapide. On sort son stylo, on fait son injection en sous-cutané et on injecte son insuline. Ça a été la première autonomie indépendance par rapport au traitement. Contrairement aux vulgaires seringues avec une complication au niveau du traitement. C'est un stylo qui est très pratique et qui peut s'amener de partout, qui est très discret, etc. Par la suite est sortie, comme j'ai expliqué, la pompe externe, qui a été un autre tremplin. Le tremplin sur le traitement qui est très lourd. Un traitement au niveau du diabète et surtout l'insuline. Je ne parle même pas des complications, des effets secondaires par rapport à l'ancienneté de la maladie, mais cette pompe externe aussi a évité toutes ces problématiques de devoir se piquer 4 à 5 fois par jour. Par la suite, on a sorti la pompe implantée. Et au niveau de la pompe externe et la pompe interne, c'est Medtronic, ce gros groupe américain qui tient, détient le monopole de la fabrication. Ce que je voudrais vous sensibiliser, c'est que Medtronic ne fabrique pas que des pompes à insuline. Il fait partie du programme aussi de l'exosquelette. Et il fabrique aussi des accumulateurs que l'on trouve dans les pacemakers. C'est le seul leader mondial qui détient la technologie par rapport à ces éléments-là. Lorsque vous êtes opéré, vous avez besoin d'un pouce seringue avec des doses de morphine pour vous calmer la douleur. Medtronic y intègre un composant qui est essentiel pour faire fonctionner ce pouce seringue. Si vous voulez, Medtronic, il a une spécialité assez large. Et la problématique qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que Medtronic nous annonce d'une certaine manière, nous annonce notre mort programmée. Et moi, ces 2 moteurs que j'ai, je suis le seul en France à avoir 2 motorisations. Le coût, on va me dire, mais quel est le coût pour implanter une motorisation? Mais le coût au niveau de l'implantation de cette motorisation, de cette pompe à insuline implantée, de 35 000 euros. Alors mes amis, imaginez bien que j'ai 70 000 euros implantés dans mon ventre, j'ai pas encore pris d'assurance. On a ce coût qui est énorme, et aujourd'hui Medtronic, ce grand groupe, ce grand leader américain, a une seule obsession, c'est le lobby, comme tous les groupes. Et on a appris qu'il arrêtait la fabrication totale des pompes à insuline en juin 2020. Vous allez me dire, mais pour quelle raison? Mais la seule raison, c'est comme je vous le disais auparavant, c'est ce fameux lobby, mais qui est surtout pour le groupe Medtronic d'ordre financier et économique. Et ces raisons-là, elles sont valables pour, en fin de compte, l'esprit comptable de ce groupe, mais toujours au détriment des patients. Aujourd'hui, la France est le premier pays du monde à avoir ce système de process Medtronic de pompe à insuline. Il y a 250 en France porteurs de pompes à insuline implantées. Dans le monde, Medtronic est très répandu puisqu'il a le monopole, il est le leader. Dans le monde, il y a 350 pompes à insuline implantées. Ce qui vous représente un peu, le premier client de Medtronic, c'est la France. Lorsque Medtronic a proposé ces systèmes de motorisation, il y
y a en France, sur tout le territoire national, 11 centres de remplissage et d'implantation qui se sont créés. Ces centres dépendent d'un centre hospitalier. Le premier centre, ça a été le centre de Montpellier où il y a 90 patients implantés d'une pompe à insuline. Le centre dont je m'occupe ici sur la région PACA, il y a 30 patients qui sont implantés d'une pompe à insuline. Sur les Hauts-de-France, sur l'île, il y a un centre aussi de pompes à insuline, ils sont à peu près une quinzaine. En fin de compte, dans ces 11 centres, on retrouve le nombre exact de 250 personnes. Alors, la nouvelle est arrivée. Nous, on a créé un collectif qui s'appelle les Implantés de France. On a reçu cette nouvelle au détour d'une conversation comme quoi que Medtronic arrêtait totalement en juin 2020 la programmation et arrêtait ses chaînes de fabrication pour fabriquer ces pompes. Aujourd'hui, on met en danger, je parle que du territoire national, on met en danger 250 personnes. Aujourd'hui, mes amis, moi je vous parle. Je vous parle avec une colère intègre et interne. Aujourd'hui, j'ai des amis, des compagnons d'infortune qui sont hospitalisés parce que la machinerie tombe en panne. Et aujourd'hui, Medtronic ne veut plus assurer le service après-vente. Aujourd'hui, on a bien entendu alerté le Parlement parce que maintenant, aujourd'hui, on a besoin des politiques. Quelle que soit la couleur politique, moi j'ai besoin d'être humain. Il faut que ça se sache au niveau du Parlement parce que jusqu'à présent, Medtronic détenait l'information. Si vous allez sur le site web sur Internet, vous n'entendrez que parler de l'arrêt de la pompe à insuline. Aujourd'hui, moi, je me fais un peu le donneur d'alerte, un peu comme j'ai pu faire auparavant en me rendant au ministère de la Santé pour expliquer la problématique de la prise en charge. Aujourd'hui, on a créé dans chaque région de centres implanteurs des groupes qui font partie du collectif, ce fameux collectif des implantés de France. Aujourd'hui, ce que je déplore, je ne vais pas parler de mon cas, parce que je ne veux pas parler de mon cas, parce que je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières. Je déplore, moi, aujourd'hui, que Medtronic ne tient pas parole, parce que nous avons eu, au mois de septembre, le 12 septembre, une réunion avec l'ANSM. Alors, vous allez me demander qui est l'ANSM. L'ANSM, c'est l'Agence nationale de la sécurité du médicament. Si vous voulez, c'est un peu le gendarme. On a eu une réunion constructive qui a duré à peu près 4-5 heures. Nous devons nous retrouver. Nous sommes en période de négociation. Mais à un moment donné, ça suffit de parler, il faut agir. Moi, ce que je déplore, c'est que Medtronic n'a pas arrêté encore son programme de recherche, qu'il y a à peu près sur le territoire 10 personnes qui sont en totale assistance artificielle à l'hôpital. Ces gens-là, la plupart ont une pompe qui ne fonctionne plus, mais qui est toujours implantée. Ces gens-là, ils sont obligés de retourner par un traitement traditionnel qui est la fameuse piqûre avec le stylo. Il faut savoir que ces gens-là risquent leur vie parce qu'ils ont un déséquilibre de leur diabète qui est flagrant. Si vous voulez, le temps de faire une injection d'insuline en sous-cutané et que l'insuline rentre en action, il faut compter à peu près une demi-heure. La pompe implantée nous permettait d'injecter de l'insuline par notre télécommande et la réaction se faisait au moment où on programmait la commande. Ce laps de temps crée un déséquilibre. Je connais une patiente aujourd'hui qui se fait 15 injections en sous-cutané. Sa peau n'absorbe plus l'insuline. Et c'est des gens qui attendent le changement d'une tubulure. Qu'est-ce que c'est qu'une tubulure? Vous savez, lorsqu'on a un cathéter, c'est ce fameux tube qui s'est tout cristallisé. Ce tube, si vous voulez, a un diamètre à l'initial qui est assez conséquent pour laisser passer le produit, c'est-à-dire l'insuline. Aujourd'hui, avec l'ancienneté du tube, il s'est créé des morceaux de cristaux qui diminuent l'effet de l'insuline puisqu'elle est bloquée par ces cristaux et qui peut rendre dangereux
par des effets secondaires, c'est-à-dire soit des comas diabétiques en hyper ou en hypo. C'est pour ça que moi je remercie grandement LMI, parce que jusqu'à présent, j'ai toujours connu la fameuse loi de la sagesse, que ce soit, j'ai beaucoup de contacts dans les médias, que ce soit la presse écrite, les médias télévisés, et on m'a souvent fait comprendre que la loi de la sagesse, c'était de dire, ben, j'ai rien entendu, je vois rien et je dirai rien. Je remercie, moi, grandement LMI, et je ne cesserai de le dire, parce que c'est la première action. Et j'espère qu'à travers ce direct, déjà que beaucoup de personnes en parleront autour d'elle. Moi, c'est une action. Ma mort aussi est programmée. Moi, j'ai la double charge d'être heureusement, aujourd'hui, malheureusement, d'être équipé de 2 motorisations. Je vis avec les douleurs neurologiques continuellement. Je prends sur moi, mais lorsque je suis dans la souffrance, j'imagine que mes collègues sont d'autant plus dans la souffrance. Aujourd'hui, je subis un sursis, tous les mois on me donne un sursis. Je subis un coma contrôlé parce que mes muscles commencent à se restreindre. Parce que la deuxième motorisation que j'ai est branchée sur ma moelle épinière et m'évite d'avoir les muscles qui se tétanisent, ce qu'on appelle, ça évite d'avoir une spasticité. Aujourd'hui, je vis avec des appels au niveau des jambes, au niveau de la main. Mon temps de réflexion commence à me coûter cher. Et moi, je revendique j'assume totalement d'être à mobilité réduite, mais je veux surtout rester debout dans ma tête. Aujourd'hui, c'est un exercice qui est très fort et très long, mais je le fais volontiers, parce que moi, le but de ce direct, c'est surtout de vous dire que ça aussi, ça existe. Pascal, est-ce que je peux reprendre un petit peu ce que tu as dit? Oui, bien sûr. Alors, en fait, Pascal, donc, tu me reprends hein, si je me suis trompée. Hein. Donc, Pascal souffre donc de ne plus avoir le SAV. Tu en as parlé du SAV. Donc, en fait, comme il n'a plus de SAV, lui, comme les autres personnes qui ont son handicap, n'a plus les moteurs qui fonctionnent comme il faut. Résultat, il a presque toutes les minutes des décharges électriques très importantes. Donc, il ne vous le dira pas, mais il souffre énormément. D'ailleurs, Pascal, je crois que tu vois pas les commentaires. Donc, sache que beaucoup de monde te félicite et te dit que tu es courageux, des personnes qui ne te connaissent pas. Et donc, Pascal souffre énormément. Il a des décharges régulières, il n'est plus en paix, donc il prend sur lui, il veut pas montrer qu'il souffre. Ensuite, je crois que tu as passé une très mauvaise nuit la dernière. Tu n'as pas dit que pour pouvoir te reposer et que ton corps ne se batte pas sans arrêt, on te met dans un coma artificiel une fois par mois? C'est ça. Tu as des amis qui sont maintenant tout le temps à l'hôpital parce que ils peuvent plus rester chez eux vu les souffrances qu'ils ont. Et si je résume encore, pour toi, il y a une mort programmée en juin 2020 environ parce que n'ayant plus de SAV, vous ne pourrez plus vivre longtemps si ça reste comme ça. Alors, si je peux me permettre. Oui, vas-y. Métronique, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a et c'est à eux aussi que je pense. On va me dire, mais ce gars-là, il pense plutôt aux autres qu'à lui-même. Et je peux vous dire, pour ceux qui écoutent, moi, c'est vrai que dans un groupe, il faut qu'il y ait, non pas, j'aime pas ce terme, un leader, quelqu'un qui ait la facilité de pouvoir s'exprimer. Moi, je l'ai, cette facilité. Mais moi, je suis peut-être l'élément moteur de cette situation, encore une fois. Mais mon carburant, il est derrière moi. Ce sont mon carburant, les gens qui sont aussi dans la souffrance. Parce qu'à travers moi, ça va, moi je suis quelqu'un d'assez jovial, j'utilise la dérision. Et il y a des gens qui sont pires. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de m'apitoyer sur mon cas parce que c'est un peu mon jardin secret. Je veux pas que les gens se soucient non plus. Il y a que certains proches qui connaissent. Tu parlais, c'est vrai, des douleurs que j'ai eues. Oui, j'ai appris à dormir en 20 minutes. Parce que je suis foudroyé, c'est le cas de le dire. Je fabrique de l'électricité en fin de compte, puisque j'ai des décharges électriques sans arrêt, et c'est intenable pour moi, mais je prends sur moi.
parce que les gens qui m'entourent ne doivent pas être mon souffre-douleur non plus. C'est pas tout le monde qui arrive à voir ça. Moi, ce que je veux surtout sensibiliser, c'est qu'il y a aussi des gens, des patients qui sont sur liste d'attente, qui attendaient ce produit pour avoir un meilleur équilibre. Vous savez, la maladie du diabète, c'est pas simplement le traitement du diabète. Ce sont les effets secondaires. On peut être facilement cécité, on peut être facilement amputé. Mais si on peut retarder aussi ces effets secondaires en ayant un meilleur équilibre. Et jusqu'à présent, Medtronic nous donnait cette possibilité d'avoir un équilibre certain par ce système-là. Il y a des gens qui sont en liste d'attente, pour qui j'ose espérer, mais qui malheureusement se disent c'est pas pour moi. Il y a encore qui est plus grave. Des gens comme moi qui souffrent et que et surtout que Medtronic ne respecte pas ses engagements, c'est-à-dire à fournir pour ceux qui en ont besoin. Vous savez, une pompe implantée, c'est comme lorsque vous achetez une télé, il faut faire un SAV, changer les pièces, etc. Ce ne sont pas des pièces qui fonctionnent à vie. Une batterie dure 5 ans. Il y a des gens qui sont avec la même batterie depuis 6 ans, parce qu'il n'y a plus de stock. Il y a une chose que je voudrais aussi relever, parce qu'il n'y a pas que moi qui donnera la facilité de m'exprimer. Moi, j'ai un total soutien avec l'équipe de l'Atimone, le centre hospitalier de Marseille, de l'Atimone et de la Conception. Ça va du professeur Akkad, qui est un éminent chercheur et médecin, ça va de toute l'équipe médicale qui me soutiennent. Et malheureusement, cette équipe médicale est démunie d'informations et subit aussi, je considère ça comme censure. Nous, on est censurés par rapport au maintien de notre autonomie par le matériel. Et ces médecins dépendent aussi du bon vouloir de ce groupe, de ce fameux leader américain. Moi, il y a une chose que j'ai beaucoup étudiée, c'est pour ça que j'ai peut-être la facilité de m'exprimer, mais je suis très, très tolérant vis-à-vis de la personne qui sera en face de moi. J'ai fait des recherches, mais il y a une coïncidence qui me paraît quand même flagrante. Medtronic est un groupe américain. Et je peux vous dire qu'il y a un patient américain qui a une pompe implantée et qui vient se la faire remplir à Montpellier. Ça veut dire que Medtronic n'a pas exploité le filon sur un protocole d'accord avec des patients aux États-Unis, c'est qu'il y a une raison. Le deuxième effet que je voudrais soulever, c'est que M. Macron a décidé que pour les GAFA, qui sont les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, il y aurait une taxation, bien sûr, parce que la plupart de ces gros groupes ont bien sûr les finances sur un paradis fiscal. Et en fin de compte, ce que demande M. Macron au niveau de taxes, d'imposition sur ces sociétés qui sont implantées sur les territoires, en fin de compte, c'est aux alentours de 3% de leur chiffre d'affaires. Et en réponse, M. Trump a dit, puisque c'est ça, vous êtes toutes et tous au courant, on va surtaxer les importations en vin et en fromage de 25%. Déjà, le déséquilibre est énorme. Et ce qui me paraît flagrant aujourd'hui, c'est que se pose aussi la problématique de Medtronic. Il ne faut pas oublier que c'est un groupe américain qui a son siège dans le Minnesota. Et la cause à effet me paraît vraiment bizarre. Et jusqu'à présent, il y a eu des échanges entre, non pas des échanges transatlantiques entre deux pays, entre l'Europe et les États-Unis. Medtronic, ce groupe américain nous dit que normalement, lorsqu'il a procédé à la fabrication de ces pompes, elles devaient être à la norme européenne. Et aujourd'hui, ils sont plus en mesure, soi-disant la norme européenne aurait changé, ils ne sont plus en mesure de réhabiliter la pompe dans la norme actuelle européenne. On va nous sortir pas mal d'excuses. J'ai envoyé des courriers à Medtronic, j'envoie des courriers recommandés, je suis rendu peut-être à 25 courriers recommandés. Heureusement, j'ai des contacts au niveau de l'Assemblée nationale, j'ai des contacts aussi au niveau du ministère de la Santé et des Solidarités. J'ai des contacts aussi avec la secrétaire d'État liée aux personnes en situation de handicap, Madame Cluzel. Je me déplace sur Paris parce que je veux pas laisser tomber ça. C'est ma hantise. Aujourd'hui, j'ai pris une disponibilité, j'ai arrêté mon travail.
parce que je ne peux pas mener tout de front. Ça demande beaucoup d'énergie de pouvoir s'occuper de ça et de suivre l'évolution des choses. Alors, il y a une chose après, je te laisserai peut-être parler. Oui. Je parle trop en plus. Il n'y a qu'une chose qui va me passionner, c'est que je suis pas là pour déranger. Mais si je sens que je dérange, c'est qu'il y a des raisons évidentes. Voilà. Alors, je peux un petit peu dire des choses sur toi, Pascal? Ah, bien sûr, ta question Voilà. vient de là. Non, en fait, voilà, je rigole quand il dit qu'il est bavard, mais c'est une Bible. Franchement, moi, je l'écouterai des heures. Et ce que je voudrais que tu précises une chose, une image que tu m'as donnée, que tu n'as pas dit là, pour que les gens comprennent. Tu dis qu'en fait, c'est comme avec les médecins et les agents hospitaliers des hôpitaux en France veulent t'aider, mais ils ont un gros souci. Et tu m'as comparé ça à un mécanicien qui veut réparer une voiture, mais qui n'a pas les pièces, qui ne peut pas réceptionner les pièces et ne peut donc pas réparer la voiture. C'est exactement ça. Si pour ceux qui nous écoutent, ça peut leur donner une image, et j'aime bien moi, voilà, donner des images. Voilà. C'est plus concret que tout le monde. Exactement. Effectivement, je te disais, c'est comme si tu amenais ta voiture, tu dois faire par exemple la révision des 10 000. Dans la révision des 10 000, eh ben, tu dois changer des disques et des plaquettes de frein, et on va te dire, monsieur, non, vous me laissez la voiture, j'ai pas les plaquettes, il faut que je crée une chaîne de fabrication pour vos plaquettes, mais vous me laissez votre voiture et puis vous allez là où vous voulez. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on garde la plupart de mes amis, il y en a certains qui sont hospitalisés dans un soin intensif parce qu'ils souffrent énormément, ils ont un déséquilibre au niveau du diabète. Alors, il n'y a qu'une chose que j'ose espérer. On travaille aussi pour ceux qui veulent s'intéresser même un peu plus profondément. Je vous invite à aller sur la page Facebook qui s'appelle Les Implantés de France et je peux répondre facilement aux questions. On espère sur le pancréas artificiel. Ça n'existe pas la greffe d'un pancréas. On va greffer plus facilement un rein, mais on espère, voilà, le pancréas artificiel. On en est tous, même nous, les porteurs de pompes, d'appareils, on en est tous pour cet objectif, pour l'avenir. Mais aujourd'hui, je veux pas qu'on règle le problème de demain. Je veux qu'on règle les 250 personnes qui sont sur le carreau. Alors, on a peut-être cette dissonance avec certains médecins qui vont pas donner l'information aux patients parce que on a souvent aussi, ça arrive, des médecins qui sont plus pour le pancréas artificiel que d'orienter les gens et informer les gens qui sont concernés par les implants. Voilà, c'est comme ça. C'est des points de vue particuliers pour les médecins, les chefs de service que je respecte. Mais nullement on a le droit de ne pas donner l'information aux patients qui ont une pompe implantée en disant voilà, vous savez, il y a un collectif qui est créé, qui se bat, prenez des renseignements. On se retrouve aussi un peu bloqué par rapport à ça. Moi, je suis le premier à vous dire que si j'ai un pancréas artificiel, ça sera très bien. Mais moi, aujourd'hui, je m'en fous du pancréas. Aujourd'hui, j'ai des problèmes, j'ai des comas tous les mois. Et aujourd'hui, jusqu'en juin, on me donne un sursis de mois à mois. Et là, j'arrête. Parce que moralement, c'est très lourd. Il me faut une semaine. Je mets pas tout par rapport à Medtronic. Moi, j'ai eu aussi, c'est pour ça que je suis obligé d'être sous coma artificiel. J'ai eu une erreur, j'ai subi une erreur médicale, voilà, qui m'a causé beaucoup de problèmes de santé. Et je suis pas là pour qu'on me plaigne. Moi, je suis là pour parler avec toute mon intelligence et je fais partie vraiment des oubliés de la République. Mais je suis pas le seul aujourd'hui. Alors, chers amis, on a tous des problèmes. Vous avez des problèmes professionnels, des problèmes familiaux, des problèmes financiers, des problèmes de santé. Chacun, à son échelle, va pouvoir trouver une solution, et même si elle n'est pas évidente. Moi, je me suis consacré par rapport à ces fameux oubliés de la République. Je suis gilet jaune, je suis street medic, et je continuerai tant que j'ai la possibilité de m'exprimer. On a essayé, je suis censuré aussi, et je suis vraiment désolé pour LMI, parce que voilà, on a essayé de mettre en place tout ça. Je suis censuré, je suis obligé de fonctionner
Et je remercie surtout dans cette action, je remercie surtout mesdames et messieurs les censeurs. Je ne vous oublie pas. Mais vous, si vous m'écoutez, vous ne m'oublierez jamais. J'ai pas un mot d'insulte. Mes pages Facebook, je défie quiconque de relever un mot d'insulte. C'est pas grave, je suis censuré. Mais je sais contourner les embûches pour atteindre la lumière. Voilà ce que je me dis tous les matins, même si j'ai du découragement. Alors, justement, je me permets d'intervenir. Alors déjà, on a oublié de vous dire au début du live que on laisse parler Pascal et après, si vous voulez poser des questions en commentaire, on lui lira les commentaires parce que je crois que tu ne les vois pas, Pascal. Non. Mais ce que je voulais préciser, c'est que normalement, avec Gabriel, vous deviez faire une vidéo complète, etc. Vous aviez programmé un rendez-vous, mais ce que Pascal ne vous dit pas, c'est que plus le temps passe, plus il souffre, le temps presse pour lui. Et il en arrive à décider que son dernier coma, ce sera en décembre. Il ne veut plus être mis dans un coma artificiel. Et là, c'est pas lui qui a osé nous presser. C'est une amie qui nous a dit que bon, Pascal souffre de plus en plus, que c'est très dur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il faudrait que les choses bougent très vite. Et j'aimerais à un moment donné, Nathalie, tu m'avais donné ton accord, que tu témoignes un petit peu des souffrances de Pascal. Parce que lui, il ne le dira pas spécialement. Et Gabriel, des fois, je sais que si tu veux intervenir aussi, tu sais que tu voulais que je pose des questions, mais à un moment donné, voilà, tu nous dis si tu veux. Donc voilà, si Nathalie pouvait parler de tes souffrances et de comment ça s'est aggravé en peu de temps. En fait, je souffert plus de 12 heures. Ces crises sont à répétition. C'est difficile à gérer pour lui parce que je trouve plus mes mots là. Je trouve c'est dur, c'est c'est très dur parce qu'il donne l'apparence de quelqu'un qui va très bien et malheureusement moi je sais derrière que c'est pas le cas. C'est pour ça que je suis intervenue et que je te fais intervenir. Ouais, c'est gentil, mais je trouve plus mes mots. Il en a beaucoup dit, tu en as dit aussi. La souffrance, il n'y a que lui qui la ressent. Et c'est difficile, c'est même difficile pour moi, je dois le dire aussi, parce que je sais pas comment le soulager en fait. Et je sais plus quoi dire en fait. Je sais plus quoi dire. J'avoue qu'on est très aimés. Oui. Et je tenais à préciser ses souffrances parce que Pascal est trop humble et ne le dit pas. Et moi, je suis aussi très inquiète. Gabriel aussi est très inquiet. On aimerait vraiment que si cela pouvait faire bouger les choses, si les gens pouvaient être... Je remercie tous les gens. J'ai regardé les commentaires sur le tel de Pascal. Je remercie tous les gens qui le soutiennent. Je les remercie de partager un maximum. Parce que malheureusement pour Pascal et pour tous les autres, pour tous les implantés, Pascal parle beaucoup d'eux, mais comme il l'a dit, il a 2 pompes et le temps presse. Et je remercie tout le monde d'avoir partagé en fait et pour faire en sorte que l'info passe un maximum et qu'on arrive à quelque chose. Voilà. Il y a beaucoup de personnes hospitalisées aussi. Pascal refuse lui d'être hospitalisé. Il veut rester... Alors, il y a une question de Sylviane qui demande que faire à notre niveau. Partager un maximum de l'information. Informer les gens autour d'eux, partager un maximum. Parce que on sait que tout le monde n'est pas au courant. J'ai vu des commentaires de personnes qui disaient qu'elles ne savaient pas et c'est partager un maximum l'information. Et voilà, et aller sur le site implanté de France de Pascal et ils en sauront peut-être un peu plus encore. Mais je crois que Pascal a tout dit là. Donc Pascal, je crois que tu l'as pas expliqué longuement, mais Pascal récemment a fait une grève de la faim devant le ministère de la Santé. Il y a eu 2 grèves de la faim en tout. Voilà. On a eu une qui est passée, je ne sais pas si beaucoup de personnes le savent, je crois que c'était 149 jours la première. 159 jours la première. Et la deuxième, il l'a faite, oui, il n'y a pas longtemps, où il a fait une grève de la faim et il a arrêté les traitements qu'il a agi, en fait. Voilà. Il a arrêté le traitement médicament.
mais pendant la grève de la faim, là, il les a repris. Oui, non, là, oui, il les a repris, mais bon, déjà, la première grève de la faim qu'il a faite, tu sais, on s'en remet pas facilement. Je comprends. Je tiens à remercier Philippe Leroux qui partage énormément de groupes. Il participe énormément depuis. Il fait beaucoup d'actions, il partage beaucoup de choses. Merci. Et oui, que l'émotion est très palpable. Et donc, oui, voilà. Je voulais dire que voilà, si tout le monde pouvait partager un maximum, si tout le monde pouvait informer, si ça pouvait remonter. Le but, c'est que ça se sache très vite, que ça se fasse très vite et que ça se sache très vite. En parler autour d'eux aussi, parce que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est ça, en parler même en dehors de Facebook, en parler partout et peut-être qu'on arrivera, plus on en parlera, plus ça se saura, peut-être qu'on arrivera à réveiller des consciences et faire vite. Vas-y, Pascal. Si je peux me permettre, on parle, c'est vrai, de grève de la faim. Alors je rassure les auditeurs, puisque maintenant je dirais que pour ceux qui écoutent, ce sont des auditeurs. Je rassure les auditeurs, je suis ni réactionnaire ni révolutionnaire. Je vais vous expliquer pourquoi de grève de la faim. Lorsque je suis parti faire mon Andy-Tour jaune, je suis parti de Fréjus en fauteuil roulant jusqu'à Paris avec des villes étapes dans pas mal de QG. Et c'est là où je me suis aperçu, pour expliquer un peu la situation. Vous savez, les gilets jaunes, on est tous d'accord, on est tous sortis pour deux choses principales. L'augmentation de la vie et l'augmentation du carburant. Et jusqu'à présent, on me disait, moi, tu sais, ta pension d'invalidité va augmenter. J'ai même pas droit à la pension d'invalidité. Mais la plupart des gens, c'est pas la pension d'invalidité, c'est la reconnaissance en tant que telle et une meilleure prise en charge. Quand je pense que moi, j'ai un fauteuil que je dois changer et qui est une catégorie de confort parce que ce fauteuil est super léger, qui fait que 9 kilos au lieu de 30 kilos, et on me dit, monsieur, on vous donne le prix d'une 2 chevaux, mais vous voulez une Ferrari. C'est exactement ça que me propose la sécurité sociale. Je vais juste faire une parenthèse. Mais je suis pas là, mes amis, pour pleurer dans les chaumières et vous faire pleurer. C'est pas ça, parce que c'est pas de l'empathie que je veux. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'oubliés de la République qui sont dans cette situation et qui n'osent pas. Moi, je me fais pas le porte-parole. C'est surtout le porte-voix de ces gens-là. C'est vrai que je suis très humble, je vais pas parler de mon cas. Quand je vais voir un médecin généraliste et qui me dit « Qu'est-ce que vous avez comme problème ?» Je lui dis « Docteur, dites-moi ce que j'ai pas, on ira plus vite. » Voilà, elle est comme ça ma dérision. Je sais me moquer même de moi parce que c'est ça qui m'apporte cette lueur d'espoir. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ma grève de la faim, j'ai eu dans ma période une intervention très lourde qui malheureusement s'est mal passée puisque j'ai subi une erreur médicale. Moi, ma plus grande victoire par rapport à cette erreur médicale, ça a été d'être reconnu victime par les instances médicales qui est un monde quand même, l'instance médicale est un monde assez spécial. Une victime, j'ai bénéficié en titre de dédommagement, en titre d'indemnité. Moi, qui suis quelqu'un de prévoyant, je me suis dit, je vais mettre cet argent de côté, comme ça me permettra, pour faire ma maison, il m'a fallu un verticalisateur électrique, ça me permettra d'acheter du matériel pour être encore un peu plus autonome. Parce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'autonomie nous coûte cher, dans le vrai sens du mot. C'est-à-dire, si vous voulez gagner de l'autonomie, c'est pas avec du matériel lourd que vous allez pouvoir. Et moi, je suis quelqu'un de très sportif et de très actif. Et au bout de 10 ans, j'ai reçu une lettre recommandée, un commandement à payer. On m'a saisi mes comptes bancaires et la sécurité sociale me demandait de restituer une grosse somme d'argent. Comme tout consommateur, j'ai envoyé un courrier à la sécurité sociale en demandant à quoi correspondait cette somme et on n'a pas su me répondre. Comme on ne voulait pas me recevoir, j'ai déclenché mon action, ça a été de faire une grève de la faim mais qui a duré 159 jours. Et mes amis, mon livre de chevet, ça n'a pas été ni Astérix, ni Martine Auchan ou autre chose, c'était le code de la sécurité sociale. Et dans ce code de la sécurité sociale qui fait 800 pages, où on vous renvoie d'un chapitre à l'autre, j'ai trouvé la fameuse loi. Et cette
fameuse loi, la Sécu avait raison puisqu'ils ont appliqué à la lettre la loi. Cette fameuse loi dit précisément que pour tout compte rémunéré dégageant des intérêts, ces intérêts annuels sont considérés comme des revenus et vous font perdre tous les avantages que vous pouvez prétendre. C'est-à-dire que moi, quelle idée j'ai eue d'ouvrir un livret de d'épargne, de mettre de l'argent, de prendre un plan d'épargne logement, de mettre de l'argent. J'ai pas pris de cigare monétaire ni d'action. En fin de compte, pour résumer mon discours, il aurait fallu que je mette cet argent sous mon matelas. Et je trouve ça indigne. Et c'est comme ça qu'a démarré mon combat. Mais aujourd'hui, mon combat sert de jurisprudence par rapport à... Il y a des gens qui sont dans cette situation. Et c'est de là que j'ai créé mon collectif Debout dans ma tête. Aujourd'hui, ce sont les victimes d'attentats qui sont dans le même cas de figure que moi. Ces gens-là, ils ont reçu un acompte, ils ont eu une indemnité, ils ont eu après, pour l'instant, les jugements ne sont pas passés, mais on leur a fait une avance pour se retourner par rapport à l'avenir des jours par rapport à l'achat de matériel. Et il y a des gens aussi à qui on somme de restituer une partie des sommes parce que cet argent qui a été mis de côté, le temps de l'hospitalisation, les personnes victimes d'attentats n'avaient pas besoin de matériel spécifique puisque c'était pris en charge soit dans les centres de rééducation fonctionnelle ou soit dans les centres hospitaliers. Dès lors que vous sortez du centre, vous allez être à domicile, mais il va falloir équiper. Et c'est à ce moment-là que ces gens-là aussi ont eu la double peine de recevoir un papier comme moi j'ai reçu. La grève de la faim m'a pu me faire ouvrir les yeux, et même par rapport à l'administration. Bon, j'ai été aussi, j'avais alerté les parlementaires, etc., et ça a pu s'arranger. Et ce n'est pas normal aujourd'hui. C'est pour ça que je travaille aussi un peu, je ne veux pas dire avec Madame Buzyn, avec le directeur de cabinet, pour changer cette loi. Cette loi qui date de 1970, et où on précise bien que pour tout compte rémunéré, dégageant des intérêts, ces intérêts sont considérés comme revenus. Ce n'est pas un héritage que j'ai eu. Et elle est là encore, la question flagrante, elle est aussi à ce niveau-là. Deuxième grève de la faim, ça a été du tourisme parce que j'ai fait que 3 jours. Ça faisait mauvais effet de faire une grève de la faim et du traitement devant le ministère de la Santé. Moi, je l'ai fait parce que j'ai promis, lorsque j'ai fait mon handi-tour en direction de Paris, je me suis arrêté dans pas mal de QG, où j'ai fait signer des cahiers de doléances, parce que je voulais remonter les informations auprès du ministre de la Santé et de Madame Cluzel, qui est secrétaire d'État liée aux personnes handicapées. Et j'ai promis à ces gens-là de remettre en main propre. Mais moi, j'ai pris à la lettre et au mot ce que j'ai avancé, en main propre. Lorsque je suis arrivé devant le ministère de la Santé, on m'a dit, monsieur, vous mettez dans la boîte aux lettres et puis ça sera bon. Et moi, j'ai bien précisé que, parce que pour faire ça, mettre des cahiers de doléances dans une boîte aux lettres, ça me revenait moins cher, de la moyenne recommandée de mon domicile. Et c'est de là où je me suis posté. Je me suis posté sur le trottoir pendant 3 jours. Je remercie aussi les gilets jaunes locaux, les médics locaux qui ont été en permanence autour de moi pour me prendre les constantes, etc. C'est pas grave, je n'étais pas dans la colère. En fin de compte, j'ai été reçu par Madame Cluzel pendant plus d'1h30, par le secrétaire d'État de Madame Buzyn pendant plus d'1h30. Et c'est comme ça que c'est vrai que j'ai pas d'énergie à gaspiller pour la colère ou la bêtise humaine. Cette énergie, moi, je veux la consacrer par rapport aux incohérences que le système nous donne aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux répondre à quelques commentaires? Donc, je crois que c'est Corinne qui a dit les plateaux télé. Donc, justement, si Pascal passe par Gabriel et le média indépendant, c'est parce que justement personne ne veut diffuser, personne ne veut le recevoir. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, la politique, j'entends rien, je vois rien et je communique rien. Bien, ce que je pourrais rajouter, les plateaux télé, malheureusement, aujourd'hui, l'actualité a pris le dessus. Malheureusement, c'est vrai, et ça, j'ai un grand respect pour, malheureusement, ceux qui essaient de défendre notre drapeau tricolore. L'actualité aujourd'hui, et ça, c'est pas la faute ni aux médias. Voilà, on a perdu 13 soldats, 13 patriotes. Ça a été auparavant les inondations, et c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui va prendre le dessus. Pourtant, j'estime que c'est quand même urgent, la problématique. Mais c'est comme ça.
je suis passé sur RT, je continue, moi j'ai des contacts, mais la mayonnaise ne prend pas et je suis fatigué de rappeler les gens. Voilà, ça va jamais comme ça veut. C'est pour ça que moi je remercie grandement LMI qui, je sais très bien, LMI ne prend pas le risque, mais j'ai un grand respect pour l'équipe de LMI parce que ils ont entendu. On s'est concerté, on a discuté ensemble, ils savent très bien que ce que je peux avancer, c'est fondé. Après, je veux pas être le perturbateur, c'est comme ça. Aujourd'hui, les médias prendront ce qui les nourrit, en fin de compte. Donc, il faut savoir que, voilà, donc tu es quand même pas mal censuré. Je veux aussi dire, je crois que c'est Kylian qui a dit que est-ce qu'il y avait une cagnotte, mais le problème, c'est ce qu'on expliquait, c'est que il n'y a plus de pièces, il n'y a plus de SAV, donc c'est pas, ils ne le produisent plus. Si je peux me permettre de oui, dire, vas-y. Je suis pas dans l'esprit d'une cagnotte. C'est vrai que c'est le réflexe habituel aujourd'hui parce que on est branchés tous sur la toile. C'est pas une cagnotte. Moi, j'en veux pas de la cagnotte. Je veux pas de cagnotte. C'est pas ça. Parce que si je demande une cagnotte, et ça, tu le sais, Sandra, j'ai horreur de quémander. C'est pas ça la problématique. La problématique, c'est qu'il y a un groupe qui a décidé, pour son bon vouloir économique et financier, d'arrêter tout. Et au détriment de 245 personnes ou 345 personnes dans le monde. C'est ça. Et c'est là-dessus qu'ils n'ont pas le droit. Ils sont en totale légalité puisque eux nous apportent le process. Et nous, on est en train de se battre pour qu'ils revendent le brevet. Et moi, je suis un peu en désaccord parce que je veux pas que ce brevet se revende à un Américain parce que le souci sera le même à l'avenir. Qui me dit aujourd'hui, on parle que de la pompe à insuline. Et je sais que j'aurai encore un autre combat. D'abord, il faut que je mène ce combat de la pompe à insuline. Ma deuxième pompe va rentrer en ligne de compte. Les pompes qui sont sur la moelle épinière. Et ça sera encore un deuxième combat. L'argent, j'en veux pas. On n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est alerter de la problématique. Aujourd'hui, un diabétique, on sait ce que c'est d'avoir du diabète. Un diabétique de type 1, tout le monde connaît à l'insuline. Il faut savoir, je le souhaite à personne, il faut savoir qu'il y a 250 personnes en France pour qui ça a été un renouveau. Vous savez, des gens ont pu continuer à travailler. Je connais des gens qui sont cadres supérieurs. On a toujours peur du regard des autres. Et ça, c'est typiquement français. Et je suis bien placé pour le dire. On a toujours peur. On va juger à l'apparence. Moi, je préfère juger l'intérieur, même pas juger, comprendre l'intérieur d'une personne. Je suis quelqu'un, moi, de très tolérant. J'aurais jamais fait le métier que j'ai exercé si j'étais réticent, si j'avais des œillères. Il n'y a qu'une chose que moi je voudrais rappeler à tous les auditeurs, c'est que il y a un bilan qui a été fait par la HALD et qui précisait que la première cause de discrimination, c'est l'handicap. Toute tranche d'âge confondue. Jusqu'à présent, c'était les origines qui étaient en première cause et nous, on était en seconde cause. Aujourd'hui, ça a basculé. Ça a basculé aujourd'hui. Et l'handicap, ça m'a fait un peu rire. Aujourd'hui, c'est la semaine des personnes handicapées, pour le travail des personnes handicapées. Je ne vais pas rentrer encore dans la problématique. Il n'y a pas assez d'entreprises qui tiennent le quota des travailleurs handicapés. Il n'y a pas assez de services publics qui sont tenus à avoir un quota de travailleurs handicapés. Ça, c'est encore un autre problème. Et par rapport à la cagnotte, c'est pas la cagnotte. La cagnotte n'arrangera rien. C'est même pas une question. La question, c'est que on n'est pas, on n'a aucun droit de programmer la mort de 250 patients parce que le matériel s'arrête. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça qui risque d'arriver. Aujourd'hui, j'ai des amis qui sont en soins intensifs parce qu'il manque un petit morceau de tube. Il manque du SAV, comme tu disais, Sandra. Ce que je veux, moi, c'est que ça fasse boule de neige, que ça soit partagé la problématique. Je fais pas de la pub pour la page Facebook que j'ai créée ou la page web. C'est debout dans ma tête. Vous verrez un peu. On a des députés qui commencent à s'en prendre la question en bras le corps en questionnant le gouvernement. C'est vrai que les gilets jaunes, on est tous contre le gouvernement. Moi, je suis gilet jaune dans l'intelligence. J'ai pas dit que les autres sont pas intelligents. Moi, j'ai besoin aussi de l'être humain qui est parlementaire. J'ai pas de tendance
droite, gauche, centre, moi ça me sort. Moi c'est l'être humain, j'ai besoin de l'être humain, de parlementaires, j'ai des contacts, je me suis rendu à l'Assemblée nationale pour prévoir une commission. Ici dans la région PACA, il va y avoir une conférence par rapport à la politique de l'handicap général. Mais moi je maintiens toujours que la politique de l'handicap, je veux pas qu'elle soit politicienne. Et dedans, on va parler aussi de méthodique. Le plus gros travail que j'ai, c'est de diffuser cette information. Parce que oui, alors tu le fais beaucoup, le diffuser. La preuve, tu m'as contacté, tu as contacté Gabriel. Ce que je tiens à dire que tu ne précises pas, c'est que non seulement tu es gilet jaune, tu es street medic, tu as prévu d'aller le 5 décembre à Paris, mais tu ne sais même pas si tu auras la force. Tu as été chargé, tu as eu ton fauteuil abîmé. Après, est-ce que tu veux préciser aussi ce qu'ils t'ont fait? Non, bon, je veux simplement, vous savez, on n'a plus de respect, mais moi j'en veux à l'uniforme, j'en veux pas à l'être humain qui est dessous l'uniforme. Elle est là ma différence contrairement à certains. Chacun a sa position que je respecte totalement, mais qu'on puisse me respecter la mienne, c'est que l'uniforme ne me plaît pas. L'être humain, j'y attacherai plus d'importance. Moi, j'ai subi des arceaux, bien sûr, j'ai été gazé, j'ai perdu la cornée de mon œil, j'ai eu tout, j'ai été gazé, je suis facilement repérable, parce que je suis le street medic. Mais faut-il être en bonne forme pour être street medic? Je suis désolé. Moi, vous savez, j'ai comme dérision de dire aux gens, mais les gens me disent, mais t'as pensé le problème, t'es street medic. J'ai dit, écoute, mon gars, c'est moi le street medic le plus rapide, j'ai mon ambulance, j'ai mes 4 roues. Voilà. Peut-être je fais des choses extraordinaires pour certains. Non, moi je me considère comme quelqu'un de normal. Lorsqu'on est à table, on est tous assis. J'ai subi bien sûr la malveillance des CRS. J'ai arrêté un peu parce qu'il fallait que je me préserve. Là, c'est vrai que le 5, je vais monter. Parce qu'on m'a appelé en tant que street medic, je vais monter. Je vais monter aussi par rapport, voilà, à cette où tout, en fin de compte, tous les secteurs professionnels vont être représentés et je pense que ça va être le summum. Mais je vais monter en disant que malgré tout, je serai là. Alors, même si ça me coûte, je ne mettrai jamais la charrue en Vallée-Bœuf. Je vais m'organiser. Mais c'est vrai que dès lors que vous êtes street medic, vous êtes à la vue de la bêtise humaine qui est derrière un bouclier. En plus, vous êtes en fauteuil roulant. Alors, c'est encore pire, vous êtes facilement repérable. Voilà. Et il y a eu des ordres. Moi, j'ai une amie tétraplégique à qui on a fracturé les chevilles. Elle vous tiendra le même discours que moi. Et pourtant, elle n'a pas blessé les policiers. Et le plainte qui a été déposé, quelqu'un de tétraplégique qui commande son fauteuil au menton avec un joystick. Comment cette personne a pu taper les CRS? C'est comme ça. C'est comme ça. Après, moi, je ne veux pas qu'on me voie à travers ça. Ça fait partie de mon parcours. Lorsque j'ai démarré mon handi-tour de Fréjus à Paris, j'ai quitté mon passement dans l'œil. Parce que je voulais pas que les gens s'arrêtent que sur l'œil. Parce que moi, je me suis déplacé pas pour mon œil. C'est pour faire comprendre à tout citoyen lambda que l'handicap peut arriver à n'importe qui. Et que ces gens-là, ils sont isolés chez eux. Ils peuvent pas s'exprimer. C'est ça que j'ai voulu faire comprendre. Ces gens-là, ils ont des personnes qui parlent pour eux, mais sans savoir. Je dis pas que je sais tout sur l'handicap, c'est pas parce que je suis concerné. Mais je connais beaucoup. Et ce qui déplore un peu, souvent on m'a dit, t'as qu'à prendre tes amis en fauteuil roulant, on va les mettre en première ligne pour les manifs. Mais on n'est pas des marionnettes. Et c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et moi, je voudrais qu'une bonne chose, une fois pour toutes, qu'on ne juge pas les gens. On ne juge pas les gens parce qu'ils sont, ils ont un problème physique. On ne juge pas. On juge la qualité de la personne, c'est tout. Après, c'est vrai que je suis très actif. J'étais très actif par rapport au mouvement. Moi, j'en ai connu aujourd'hui, quand il y a une manifestation à Toulouse, à Toulon, l'IRG appelle mes amis pour savoir si c'est pas moi qui fous le bordel. Vous voyez, ça va de partout. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je suis pas le seul à avoir été, je veux pas dire tabassé, à qui on a chargé, je suis pas le seul. Mais bon, il y a pire que moi et j'ai d'autres choses à mener. Et pour moi, l'urgence,
c'est mon temps qui s'égrène par rapport à cette problématique de métronome. Moi, ce que j'espère, dans tout ce qu'on peut dire oralement, on ne retient que 3%. Notre cerveau, il est programmé pour retenir les 3%. Mais j'espère que ces 3%, vous, chers auditeurs, que vous avez retenus, ce sera l'essentiel. L'essentiel de vous dire que ce groupe financier joue sur la vie de personnes en décidant d'arrêter tout. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Il n'est même pas en mesure d'assurer ce qu'il nous a promis, c'est-à-dire le maintien du changement de consommables. Pour Medtronic, je voulais aussi vous dire, c'est plus rentable pour Medtronic de fournir une pompe externe qu'une pompe interne. Une pompe interne coûte 35 000 euros. Une pompe externe, 10 000 euros. Vous allez me dire, non, ils ont intérêt de mettre 35 000 euros. Non, parce qu'une fois qu'ils ont implanté une pompe interne qui coûte 35 000 euros, ils ne font plus rien. Tandis qu'avec une pompe externe qui coûte 10 000 euros, ils fournissent obligatoirement toutes les tubulures, tous les cathéters qu'il faut changer tous les 2 jours. C'est-à-dire qu'ils jouent sur le consommable. Ça augmente aussi leur chiffre d'affaires. Les pansements, c'est Medtronic qui les fournit. Voilà où est la différence. Et ça, je suis pas ravi, je suis heureux de pouvoir vous l'exprimer ici. Parce que jusqu'à présent, j'ai des menaces, on ne veut pas que j'en parle. C'est la réalité des choses. Si eux ont l'esprit comptable, moi aussi, je finis par avoir l'esprit comptable. C'est-à-dire que, si on résume, ils arrêtent ces productions qui vous aident énormément juste pour des coûts financiers, pour gagner de l'argent. Non, justement, ils perdent trop d'argent. Alors, voilà, donc c'est ça, ils veulent gagner de l'argent en faisant du consommable. Mais les gens qui ont une pompe interne, ils ne peuvent pas, pour la plupart, avoir une pompe externe. Je vais t'expliquer, c'est mon cas. Parce que j'ai des allergies. Et à force de piquer une peau, on a des kystes. Et le traitement, il est aléatoire, même s'il est quand même au plus précis que le stylo, mais quand tu as été en pompe interne, tu es vraiment stabilisé. Le fait de passer en pompe externe, il y aura un délai de diffusion de l'insuline qui sera plus important que la pompe interne. Automatiquement, tu vas être déséquilibré. Mais eux, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est passer du consommable. C'est ça. Donc en fait, vous êtes 250, je crois que tu as dit. Eux, ça les importe peu. Ce qu'ils veulent, c'est pas la santé, c'est pas votre santé, c'est pas votre bien-être. Ils veulent gagner de l'argent. Ils sont prêts à vous sacrifier. C'est le résumé qu'on peut faire avec tous les groupes financiers. Hein. C'est exactement pareil. Vous savez, tu sais, les laboratoires, ils n'ont pas d'humanisme, ces gens-là. Quand on change, on met un traitement générique, ils vont pas demander la permission au patient, puisque je vais pas encore faire des polémiques, mais avec les Votirox, ça a été le cas exact. Et Medtronic, c'est pareil. C'est un rentier, Medtronic. Ils n'ont pas d'humanisme. Par contre, moi, j'ai eu la garantie de Sanofi. Qui est Sanofi? Sanofi, c'est celui qui fabrique l'insuline, justement. Qu'il faut nous implanter dans le réservoir de la pompe. Et Sanofi, on l'a félicité, on l'a applaudi, parce que lui, regarde l'humanisme. Mais le problème, il est, Sanofi peut nous donner des centaines de litres d'insuline, s'il n'y a plus de pompe, ça sert à rien. Je peux intervenir rapidement? Oui. Oui. Alors, parce que tout à l'heure, tu disais justement que au mois de décembre, après le mois de décembre, tu allais arrêter d'être plongé dans le coma, etc., si j'ai bien compris. Mais c'est quoi les conséquences derrière? Je suis désolé, Gabriel, j'entends pas bien. Oui, pardon. Oui, c'est vrai, moi non plus, je l'entends pas bien. Oui, en fait, donc on entendait tout à l'heure que tu parlais là que le mois de décembre, ça serait la dernière fois que tu te ferais plonger dans le coma, c'est bien ça, si j'ai bien compris? C'est ça ou pas? Ah, attends. Ah oui, non, mais oui. Ah oui, d'accord. Non, mais excusez-moi. Oui, non, mais c'est que. Ah oui, je suis en même temps live. Et... Là, vous m'entendez? Moi, j'entends mal, hein. Oui, moi aussi, j'entends très mal. Vous m'entendez toujours pas? Là, oui, là, c'est bien. Oui, donc au mois de décembre, je disais au mois de décembre, c'est la dernière fois où tu souhaites être plongé dans le coma, c'est bien ça? C'est ça, oui.
Mais quelles sont les conséquences derrière alors après si justement tu continues pas à être plongé dans Et le coma? c'est-à-dire que le coma artificiel que l'on m'a fait, c'est pas spécialement à 200% par rapport au pompes, mais ça a une relation. Si j'arrête, si j'arrête cela, eh ben, mes douleurs vont s'accentuer, etc. Ça me permet d'avoir du répit parce que je vis sans dormir, moi, si tu veux. J'ai appris à dormir en 20 minutes, à récupérer. Et malheureusement, la problématique que j'ai, c'est que lorsque j'ai eu mon erreur médicale, on m'a brûlé à l'éthanol la moelle épinière. Et c'est problématique. Le coma est fait pour ça par rapport aussi aux alarmes, parce que il faut que je vous dise, j'ai mes mécanismes qui se mettent en alarme. Parce que les mécanismes, les accus sont en fin de vie et je leur demande trop. Le coma artificiel, c'est ce qu'on appelait auparavant la cure de sommeil. Ça permet neurologiquement, c'est des douleurs neurologiques, pas des douleurs musculaires, etc. Ça permet d'avoir une meilleure efficacité et de combattre la douleur par rapport à un temps précis. Mais malheureusement, voilà, ça fait 10 jours que je suis sorti du coma. Hier, j'ai eu une lourde période de douleur, ça repart. Et c'est pour reculer pour mieux sauter, quoi. Il n'y a que cette technique qui m'est proposée avec une équipe médicale qui me suit parfaitement et c'est le seul moyen de pallier à tout ça. Tu interagis, Sandra? Pardon? Je te laisse interagir. Je t'entends pas, moi, Gabriel. Oui. Non, c'est toi si tu veux. Maintenant, moi, je pense que moi, j'ai essayé de faire des petits résumés pour que les gens, comme m'a fait Pascal, au cours de nos conversations, ces résumés m'ont beaucoup parlé, ces références, ces images. Toi, Gabriel, je sais pas si tu veux préciser autre chose. Non, puisque tout a été dit. Enfin, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Alors, on est très peu hein, sur ce direct ce soir, mais ça sera un direct qui sera repris et partagé. Donc, on va pas s'arrêter là et puis on va le diffuser aussi en masse sur YouTube, histoire que ça fasse plus de personnes visées, touchées, sensibilisées. Et après, par contre, moi, j'aimerais bien rentrer en contact, donc en vrai, puisque Pascal sera à Paris, pardon, le 5. J'y serai également, donc ça serait bien qu'on fasse un petit interview de Pascal pour que les gens se rendent compte vraiment dans la situation où il est actuellement, etc. Si jamais il va toujours à Paris et que son état de santé lui permet. Voilà. Moi, si je peux me permettre, est-ce que j'espère, c'est par rapport aux auditeurs. Je sais que c'est pas évident d'avoir cette gymnastique. Moi non plus, je connaissais rien au début et j'ai cette capacité de m'imprégner de leur situation. Mais dans le juste milieu, sans être extravagant. J'ai appris, j'ai découvert et je continue. Ce que je dis souvent, mes journées font 36 heures aujourd'hui. Je me bats avec la douleur en parallèle. Et des fois, la douleur n'est pas supportable, je veux dire nerveusement, mais je me contiens. Parce que les gens qui sont autour de moi, ils sont pas là pour supporter. Parce que je me mets aussi à leur place. Même si ça peut être grave. Ce que je veux dire, c'est que mes amis, s'ils avaient la possibilité de diffuser l'information, ça serait bien de le faire. Si les gens veulent avoir plus d'informations, qu'ils aillent sur Facebook ou qu'ils me contactent, il n'y a pas de souci, moi je répondrai au mieux. Aujourd'hui, moi, ce que j'espère, c'est par rapport aux parlementaires, ça commence à faire boule de neige. Ça commence à faire boule de neige au niveau des sénateurs. Je sais très bien que les sénateurs, c'est tous des pourris, etc. Mais il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Les citoyens, voilà, on a un panel de citoyens différents. C'est ce qui fait la qualité, en fin de compte, la qualité de nos relations. Si tout le monde pensait pareil, et si tout le monde était pareil, la vie serait triste. Et j'ai cette image-là de privilégier d'abord l'être humain, quelle que soit son étiquette, je m'en fous. Par contre, j'irai jamais aux extrémistes, ça c'est clair, net et précis, parce que je n'aurais jamais pu être guide conférencier si j'étais quelqu'un de raciste. Alors ça, c'est une parenthèse. Mais
je désespère pas. Même si je sens que le temps s'égrène, ça va jamais assez vite pour moi. Je sais que avec l'administration, il faut être patient, mais surtout résistant. Alors, moi, je vais patienter, je vais faire des allers-retours. Là, je vais partir à Strasbourg parce que je dois aller aussi. J'ai un rendez-vous avec un professeur sur l'hôpital civil. C'est un centre implanteur aussi, Strasbourg. De Strasbourg, je vais aller à Paris. Je vais continuer. Je vais continuer. Mais il y a une chose que je voudrais dire. Heureusement que j'ai mes yeux et mes jambes qui sont à côté. C'est Nathalie qui, elle aussi, me supporte. Donc, on se supporte tous les deux. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ces situations, si elles sortent pas, personne ne pourra être au courant. Bon, en tout cas, on va essayer de faire tourner tout ça parce qu'il faut, il faut que ça se sache tout ça parce que moi, quand on s'est eu la première fois au téléphone et que tu m'avais parlé de tout ça, ça m'a étonné justement parce que même moi, je connaissais pas cette problématique, etc. Enfin, on n'en parle pas assez, il faut que tout le monde le sache. 250, et ben c'est quand même 250 personnes, on est des êtres humains et puis on ne mérite pas la mort, tout ça parce que c'est une question d'économie, une question d'argent, toujours l'argent, etc. Donc bah, plein de courage Pascal. Il y a qu'une chose que je peux te dire, Gabi, c'est que mes actions sont certainement larges, mais par rapport à ces fameux oubliés, aujourd'hui je me bats contre la dictate des AVS, les auxiliaires de vie scolaire. Ce que je déplore, c'est que l'année dernière, pour la rentrée de l'année dernière, 14 000 enfants sont restés sur le banc de touche à voir leurs petits copains avec leur cartable rentrer à l'école. Ces gamins n'ont pas pu rentrer à l'école parce que soit ils n'avaient pas d'AVS ou soit parce qu'ils attendaient un papier, une notification. Et aujourd'hui, il est là mon combat. C'est ce que j'appelle le millefeuille administratif. Et je ne désespère pas, il y a déjà des avancées. Ce que je peux dire pour les gens qui peut-être m'écoutent, qui sont en situation de handicap visible et invisible. Aujourd'hui, vous aurez une carte d'invalidité qui sera valable à vie. Avant, elle était valable que 5 ans. Parce qu'on vous considérait à titre de situation de handicap sous réserve de consolidation. Avec mon humour, je dis, au bout de 5 ans, vous allez à l'eau, vous revenez en courant, quoi. Aujourd'hui, maintenant, c'est déclaré à vie. Le macaron GIC sera déclaré à vie. Et aujourd'hui, les AVS qui étaient des travails précaires vont pouvoir avoir un contrat sur 3 ans en étant formés. Voilà, petit à petit, moi je ne désespère pas. Et moi je suis rien. Je suis qu'un grain de sable qui a la facilité de se mettre dans l'engrenage du système. Alors non, tu n'es pas rien, Pascal. Tu es un homme très courageux, qui se bat énormément, et tu as un énorme cœur. Et Confirme. voilà. Merci Nathalie. Mais vas-y Nathalie, je te laisse le décrire. Non, vas-y, je confirme, c'est tout. Voilà. Moi, enfin, c'est l'image que j'ai depuis que je communique beaucoup avec Pascal, c'est que c'est un homme au grand cœur, qui est très courageux, qui se bat énormément, qui passe beaucoup de temps, qui je dirais même passe son énergie pour ce combat. Il ne le fait pas que lui, pour lui, il le fait pour aider les autres qui sont dans la douleur. Comment? Il se met en second plan. C'est ça, tout le temps. Mais c'est Pascal et Gabriel sont pareils, ils font beaucoup de choses, ils sont très courageux, mais ils sont très humbles. Mais parce que Gabriel aussi, c'est vraiment super ce qu'il a fait. Et voilà, tous les deux sont des hommes au grand cœur. On le remercie beaucoup, Gabriel. Non, c'est moi qui vous remercie. Et courage à toi. Merci bien. Moi, ce que je voudrais te dire, Gabriel, je vais me permettre de le dire devant certains auditeurs. Garde toujours cet œil objectif avec le jeu de mots. Parce qu'il n'y a pas besoin de parler, c'est les images qui parlent quand tu es derrière ta caméra. Et c'est ça que j'apprécie. Merci infiniment, Pascal. Voilà, moi, ce que j'espère, c'est de retrouver certaines personnes, peut-être le 5, je suis facile à être repéré le 5 décembre. Hein, si vous voyez un fauteuil roulant avec des roues jaunes et un sac à dos street medic, c'est moi. Au contraire, vous pouvez vous arrêter, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là aussi pour vous informer. Il y a une pétition qui a été lancée aussi sur la page implantée de France. Voilà, c'est de prendre à mesure cette pétition et de la signer, parce que plus elle grossira, plus je comprends que
concerne aussi les gens lambda, quoi. Pas que les concernés. En tout cas, moi, je tiens à remercier les personnes qui ont pris la patience de m'écouter. J'espère que j'ai pas trop saoulé tout le monde, mais c'est mon cœur qui a parlé avant tout. C'est nous qui te remercions, Pascal, pour tout ce que tu as apporté, tout ce que tu nous as expliqué. Et c'était très important que ta parole passe. Eh bien, merci à vous et surtout à toi aussi, Sandra. Merci énormément, Pascal. Et puis, bah, on se verra peut-être à Paris alors. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et puis, en attendant, bah, plein de courage à toi, à tes proches. Et puis, à très vite. À bientôt à tous. Merci.